Le carromain, ça a été par tradition toujours appelé comme ça. Ici, de génération en génération, aussi loin qu'on puisse retourner, c'était le carromain. Bourguignon se trouve à l'extrémité ouest du département de la Haute-Saône, aux confins des deux régions de Franche-Comté et de Champagne-Ardenne, non loin des régions de Bourgogne et de Lorraine. Adossé à une colline qu'on n'hésite pas ici à qualifier de montagne de la Roche, plusieurs fois détruit et reconstruit, le village regarde à l'ouest. La montagne de la Roche s'élève à près de 450 mètres d'altitude. Du sommet, d'un coup d'œil circulaire, on découvre par temps clair les hauteurs lointaines des Vosges et le ballon d'Alsace au nord, et vers le sud, on peut apercevoir le Mont Blanc dominant les plateaux du Jura. Au nord-ouest, le rebord du plateau de Langres fait office de ligne de crête. À quelques kilomètres d'ici, elle constitue la ligne de partage des eaux entre le bassin parisien et le Val de Saône. L'extrémité septentrionale du plateau, au lieu-dit le Bois de la Roche, s'avance en surplomb sur la vallée de la Rigotte. Elle forme un promontoire boisé, relié au reste de la montagne de la Roche par une sorte d'isthme qui n'excède pas 230 mètres de large. C'est à l'extrémité de ce promontoire escarpé, facile à défendre, que les hommes ont choisi d'édifier le site fortifié de Bourguignon-les-Morais. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, sur ces hauteurs calcaires perméables, l'eau ne manque pas dans les environs immédiats du site. Au pied du site, plusieurs sources naissent au contact du calcaire et du substrat marneux, comme la source des Moines. L'une d'elles a d'ailleurs été captée et alimente encore aujourd'hui les fontaines et les habitations du village voisin de Bourguignon. Dans tout le pays, les tas de pierres ne manquent pas. Au détour d'un chemin, d'un champ ou d'un sous-bois, on en rencontre des tas et des tas. On est ici sur un murgier, un amas de pierres qu'on pourrait confondre avec un rempart, ce n'en est pas. C'est simplement ces murgiers, on appelle ça murgiers, qui ont grossi par le travail des hommes, qui ont vidé la terre des pierres pour pouvoir cultiver. Il ne faut pas confondre avec un rempart. Ah non! Le passage que nous avons emprunté permet de franchir un long cordon de pierre qui barre l'entrée du camp romain, et les deux tas de pierres entre lesquels nous venons de passer ne sont pas des murgiers. Ils font partie du rempart monumental en ruine qui ferme le site à l'intérieur duquel nous venons de pénétrer. Défendu naturellement par des corniches escarpées sur 3 de ses côtés, l'éperon a été aménagé par l'homme qui a ainsi tiré parti de son aspect naturel pour en renforcer le caractère défensif. Actuellement, le tracé du cordon de blocs qui constitue les vestiges du rempart affecte la forme d'un U. Il s'étend sur une longueur totale de 480 mètres. Au nord et au sud, les deux extrémités du rempart s'interrompent là où prennent naissance les corniches calcaires faisant office d'obstacles naturels. Au centre, dans sa partie la plus haute, le sommet du glacis domine l'extérieur du site d'une hauteur de 8 mètres, constituant encore un obstacle imposant. À première vue inorganisée, cet amas de pierres constitue pourtant un véritable rempart. Sa construction a nécessité l'emploi d'un nombre considérable de blocs de pierre. Ils ont été extraits parfois sur place dans une carrière retrouvée au pied du rempart, mais aussi sans doute dans les éboulis au pied des corniches. Le volume total des matériaux utilisés a été estimé à plus de 20 000 mètres cubes. Il y aurait de quoi remplir près de 1500 bennes de camions d'aujourd'hui. Les fouilles d'un tronçon du rempart permettent de mieux comprendre l'organisation de cette architecture destinée à assurer la stabilité d'un volume de pierre aussi important, dépourvu de liant. Du côté intérieur, le rempart se compose d'un glacis stable, fait de dalles volumineuses, grossièrement empilées, qui donne à cet édifice une largeur pouvant atteindre une trentaine de mètres à la base. La façade externe, verticale, était composée de plusieurs murs appareillés,
formant des contreforts et un obstacle infranchissable. Si on se réfère aux techniques de construction en pierre sèche non équarrie analogues, on peut penser que ces murs n'étaient pas de hauteur égale et ont dû former des degrés. Ce type d'architecture monumentale montée en pierre sèche constitue l'un des plus anciens remparts connus entre Vosges et Jura. Rien qu'en Haute-Saône, on en compte une douzaine. D'autres sites comparables existent aussi dans les régions voisines, en Franche-Comté, en Haute-Marne. Au total, on en recense une soixantaine. Avec une surface de 17 hectares, le site fortifié de Bourguignon-les-Morets figure avec le camp de César à Charrier, près de Vesoul, parmi les plus étendus. À ce propos, mon grand-père parle souvent d'un puits dans lequel les habitants du camp romain auraient réfugié toutes leurs richesses avant de quitter les lieux. Oui, c'est ce qui s'est dit et qui se dit encore. Mon grand-père dit souvent le secret du camp est au fond du puits. Ben oui. Dès le début du XIXe siècle, la recherche de vestiges de la guerre des Gaules amène quelques érudits locaux à entreprendre des fouilles sur le prétendu camp romain. On a une immense espace qui fait 17 hectares, qui est défendu par le rempart. Et on peut s'interroger pour savoir si toute la surface était occupée, était habitée, si on avait des maisons partout, ce qui constituerait quand même quelque chose d'assez important. D'après les fouilles, d'après les prospections que l'on a faites, on s'aperçoit, et c'est le cas dans tous les sites fortifiés de ce type, du type de Bourguignon-les-Morets, c'est que l'habitat en fait n'occupe qu'une petite partie de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il est cantonné généralement sur la bordure interne du rempart. Dans le secteur, du plus loin qu'on puisse remonter, on trouve la trace des premières implantations humaines vers 18 000 avant Jésus-Christ. Au cours de la dernière période glaciaire, des chasseurs-cueilleurs ont trouvé un refuge temporaire dans les abris sous roches et les grottes le long de la Rigotte près du village voisin de Farincourt. L'occupation du site de Bourguignon est nettement plus récente et les vestiges recueillis lors des fouilles reflètent un mode de vie très différent. Vers 4000 avant Jésus-Christ, au néolithique moyen, le climat est devenu tempéré et les hommes, devenus agriculteurs et éleveurs, se sédentarisent sur le promontoire de la Roche où ils édifient un premier rempart de pierre. Les fouilles entreprises depuis 1992 ont porté sur la bordure intérieure du rempart où semble avoir été concentré l'habitat et les activités domestiques. Les ossements recueillis dans les dépotoirs témoignent de la place importante qu'ont dû occuper les animaux domestiques dans l'alimentation. La chasse est très peu pratiquée et seuls quelques ossements d'aurochs, de cerfs et de sangliers sont là pour en témoigner. Les sociétés du néolithique sont avant tout constituées d'agriculteurs-éleveurs et les groupes humains pratiquent le pastoralisme. La composition du cheptel, évaluée statistiquement d'après les ossements retrouvés, montre que les néolithiques de Bourguignon accordaient une place importante à l'élevage du bœuf, dont les restes sont majoritaires. Venaient ensuite le mouton et la chèvre, animaux moins exigeants que l'on menait sans doute paître sur les plateaux calcaires pauvres en végétation. Quelques ossements de chiens rappellent déjà le rôle de cet auxiliaire pour la garde et la défense des troupeaux. C'est un site qui était un site défensif en cas de conflit, en cas d'insécurité. Ça permettait aux habitants des villages et des hameaux périphériques, qui eux n'étaient pas défendus, de venir se réfugier sur le site. D'autre part, même durant la vie quotidienne, on pouvait également, dans cet espace, stocker à la fois des matériaux, du bois pour construire les maisons, pour les réparer. On pouvait stocker également du fourrage et voire même y parquer des animaux. Sans doute pas réaliser des cultures parce que le terroir n'est pas très fertile. On a un calcaire qui est recouvert par des argiles, par une mince couche d'argile. Et je ne pense pas que les cultures se soient passées à l'intérieur même du site fortifié, mais sans doute à la périphérie. Ce site était destiné aussi sans doute à un lieu de rassemblement. Il est possible que le site fortifié, qui était un site, comme on va le voir, spécifique, ait servi lors de réunions, lors de cérémonies, à rassembler la population, des populations qui ne vivaient pas sur place quotidiennement.
On est à une période au néolithique moyen, c'est-à-dire aux alentours de 4000 avant Jésus-Christ, où les structures sociales ne sont pas encore très, très fortes. Les gens ont tendance, là, dans la nature humaine, un groupe humain a tendance souvent à se scinder, à ne pas obéir aux ordres d'une aristocratie ou d'un chef. Donc la tendance générale, on le constate quand on étudie les populations, disons, dites primitives, on a tendance plutôt à un mouvement de séparation, de sécession, plutôt qu'à une tendance au regroupement. En faisant la réalisation de ce type de construction, qui a demandé sans doute des moyens humains importants, une durée compte tenu également des techniques de l'époque, il fallait extraire les dalles, il fallait les transporter, il fallait ensuite qu'il y ait une directive, une direction pour contrôler et pour donner des ordres pour construire cet édifice, bien que ce soit sans doute moins fort que la construction d'une pyramide ou d'un temple grec, mais enfin il fallait quand même avoir une certaine cohésion. Et on pense que le but également de ces constructions, c'était justement de renforcer une certaine cohésion entre les membres d'un groupe humain. Bon, on peut peut-être pas utiliser le terme de tribu, mais enfin entre les membres d'un groupe humain, quelle que soit sa structure, un clan, une tribu, et également les gens qui les dirigeaient, qui les contrôlaient. Alors enfin, autre aspect également qui n'est pas à négliger, c'est l'aspect également de prestige. Il est bien entendu que beaucoup de fortifications, si on réfléchit un peu et si on se tourne vers l'époque historique, beaucoup de fortifications ont été construites, mais n'ont pas servi en tant qu'élément de défense. La plupart des fortifications de Vauban n'ont jamais connu un boulet de canon. Si on prend un exemple plus près de nous, l'exemple de la ligne Maginot, on sait très bien à quoi ça a servi aussi. Et par contre, ces fortifications pouvaient être considérées comme des éléments de prestige, c'est-à-dire des éléments dissuasifs. Et déjà à cette époque-là, on s'en aperçoit très bien. Si l'on compare les différents remparts que l'on connaît, on en connaît une soixantaine en Franche-Comté, que l'on connaît pas très loin de Bourguignon, ils n'ont pas tous la même taille. Celui de Bourguignon figure parmi les plus hauts, les plus grands, avec 480 mètres de longueur, 6-8 mètres de hauteur encore à l'heure actuelle, alors que certains d'entre eux ne font que en moyenne 2 ou 3 mètres de haut pour une centaine ou voire 200 mètres de longueur. Donc cela revient à dire que certains remparts étaient plus hauts que d'autres et certaines populations, les populations qui les avaient construites, devaient se sentir beaucoup plus fortes. Et c'est un élément de dissuasion. On dit à la tribu voisine, écoutez, vous voyez, on est nombreux, on a pu faire un rempart beaucoup plus haut que le vôtre, donc c'est peut-être pas la peine de venir nous chercher des noisettes. Les activités agricoles ont laissé des témoins moins nombreux. Indirectement, il est toutefois possible d'en apprécier la présence par les nombreux fragments de meules à grains en grès, en granit ou en calcaire. La céramique apparaît être un accessoire caractéristique des sociétés agricoles sédentaires. Ici, on a tous les fragments de fond. Ça fait beaucoup, donc toujours pour un seul niveau, donc des fonds de différents types de récipients, plus grossiers, plus épais, souvent de couleur orangée, des récipients plus fins avec une pâte noire, probablement des fonds de jatte ou de bol. Donc toujours des récipients grossiers où on voit ce qu'on utilise comme dégraissant, c'est-à-dire des calcaires pilés, des morceaux de coquille. On essaie de rassembler les fragments qui ont appartenu à un seul et même récipient, comme celui-ci, où on a une espèce de probablement une grosse bouteille avec un col évasé, un récipient qui devait être sans doute assez volumineux vu le diamètre du col, comme ça à peu près. Tous ces récipients de taille et de formes variées dénotent des fonctions différentes. Des jarres volumineuses étaient indispensables au stockage des provisions et de l'eau. Des vases culinaires, dont les parois étaient encore recouvertes de résidus alimentaires calcinés, peuvent être identifiés. Des disques d'argile cuite, de 20 à 30 cm de diamètre, sont quelquefois considérés comme des supports de cuisson de galettes.
D'autres, aux parois plus fines, servaient aussi à la consommation des aliments. Les décors sont rares, mais les profils spécifiques de la plupart de ces céramiques identifient l'appartenance des habitants du site de Bourguignon à un groupe culturel implanté en Bourgogne et dans le Jura entre 4000 et 3600 ans avant Jésus-Christ. Les activités du quotidien apparaissent représentées à travers une gamme d'outils variés en silex, en roche dure, en os ou en bois de serre. Parmi ceux-ci, les lames de hache en roche vosgienne polie, une fois dotées de manches de bois et de bois de serre, représentent l'instrument indispensable pour les défrichements, la mise en forme des charpentes des maisons ou la confection de toute une série d'ustensiles qui n'ont pas été conservés jusqu'à nous. Racloir et grattoir faits de silex taillé, poinçons et ciseaux en os ou en bois de serre évoquent d'autres activités comme la vannerie, le traitement des cuirs et des peaux, le cardage de la laine. Les pointes de flèches en silex sont là pour rappeler l'usage de l'arc, arme de prestige du guerrier en cas de conflit. Certains de ces matériaux ne se trouvaient pas sur place. Le silex provenait de la région de Gy, les lames de hache des minières de Plancher-les-Mines, les granites de Bussière-les-Belmonts, à plusieurs dizaines de kilomètres du site. Ces approvisionnements nécessitaient des déplacements et aussi des échanges avec d'autres groupes voisins spécialisés dans l'extraction de ces matières premières. On s'interroge encore sur l'architecture des maisons parce que les vestiges sont ténus. Pour le néolithique, par exemple, il ne reste que des traces de foyers ou des traces de zones de rejet, de dépotoirs. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une permanence de l'architecture de bois et de terre durant le néolithique et aux âges des métaux, avec des maisons donc à ossature en bois, souvent à 3 rangées de poteaux, et puis une couverture de chaume, de roseaux ou d'écorce. Les parois étaient formées de clayonnage rempli de torchis. Cette matière végétale que vous voyez ici, c'est un mélange d'argile et de paille. Au niveau de la dimension des maisons, les maisons faisaient entre 3 et 5 mètres de large et pouvaient aller jusqu'à 8-12 mètres de long. À Bourguignon, l'habitat domestique s'appuyait contre le rempart, était concentré donc au niveau derrière le rempart. Et il semble qu'il y ait eu une rangée de maisons appuyées contre ce rempart. Et l'homme qui a vécu ici, qu'en reste-t-il ? On peut en effet s'interroger sur l'origine de ces ossements humains retrouvés épars au pied du rempart. Ces découvertes caractéristiques des niveaux néolithiques ouvrent de nombreuses hypothèses non résolues. On constate que ces ossements ont fait l'objet d'une sélection et que les parties du crâne et de la tête sont anormalement représentées. Par la découverte d'ossements humains, et notamment des fragments de crâne, qui sont répartis en bordure justement très près du rempart et à sa base, et on peut penser que ce rempart devait jouer également un rôle cultuel, entre guillemets, funéraire sans doute. Sous quelle forme, on n'est pas très bien renseigné, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut faire le lien entre ces crânes et le rempart. Alors est-ce que c'était des crânes d'ennemis qui ont été exposés, des têtes d'ennemis qui ont été exposées en évidence sur la bordure du rempart? Est-ce que c'est également des crânes d'ancêtres qui ont été extraits de sépultures dont on ne connaît pas les emplacements, mais qui ont été mis là justement à des fins symboliques ou religieuses? Ça, on ne le saura sans doute peut-être jamais, mais toujours est-il qu'on peut établir la liaison, ici comme sur d'autres sites d'ailleurs, entre le rempart et des vestiges humains. Est-ce que tous les sites occupés aux alentours de 4000, 3800 avant Jésus-Christ dans la région étaient fortifiés? Est-ce que c'était l'habitat naturel? Ou bien est-ce que la fortification lui confère une certaine spécificité, une certaine particularité? On s'aperçoit évidemment que d'autres lieux d'habitat existent. Actuellement, à la périphérie même de Bourguignon, on n'en a pas de preuves fouillées, mais on sait par comparaison avec d'autres habitats contemporains qu'il existe des hameaux, des habitations non fortifiées sous la forme de fermes isolées ou de petits groupes de maisons où vivaient quelques familles.
et bien entendu qui n'étaient pas défendus. On sait par contre que dans le secteur immédiat, dans les environs immédiats de Bourguignon-les-Morais, on a des indices de ces petits habitats, notamment à Saintré, notamment à Charmes-Saint-Valbert, notamment à Pressigny, où on a repéré en prospection dans les labours des emplacements de ces habitats signalés par des silex, par des pointes de flèches, par des fragments de haches polies, souvent sur des petites surfaces. Alors pourquoi est-ce que les gens ont été amenés à vouloir se protéger? Bon, est-ce qu'il y avait des conflits? Il y a toujours eu des conflits entre les hommes, bien sûr, mais pour quelles raisons? On est à une période où, aux alentours de 4000 avant Jésus-Christ, la population commence à s'accroître de façon assez sensible. Jusque-là, les habitants qui étaient des agriculteurs avaient un espace non pas illimité, mais en tout cas suffisamment confortable pour pouvoir se déplacer lorsque les terres s'appauvrissaient. Donc on défrichait, on abattait une partie de la forêt, on la cultivait pendant quelques années, et ensuite, une fois que la terre était moins fertile, on se déplaçait, on déplaçait le village et on allait recoloniser un autre espace. Alors qu'à partir de 4000, 3800 avant Jésus-Christ, la densité de population est telle que l'espace commence à être beaucoup moins étendu, en tout cas l'espace fertile. Bien entendu, on peut toujours aller s'installer au sommet des Vosges, mais enfin ça n'offre pas les mêmes facultés, les mêmes facilités. Alors nécessairement, les gens vont commencer à se chamailler, si je puis dire, à avoir des conflits au sujet de limites de territoire. C'est là que vont apparaître sans doute les premières frontières, les premières limites. Et partant de ça, on va éprouver le besoin, en cas vraiment de crise forte, à se défendre et à construire un rempart. Et c'est pour ça que certains villages, sans doute plus puissants que les autres, vont s'entourer d'une fortification de pierre et servir en quelque sorte de lieu à la fois de contrôle, mais de refuge pour les populations d'un territoire environnant de quelques dizaines de kilomètres de rayon ou de diamètre, suivant les cas. Après de longues périodes d'abandon, le site de Bourguignon sera ensuite réoccupé de façon importante dans le courant du premier âge du fer, vers 600 avant Jésus-Christ. Donc on avait flairé quand même assez juste. Alors est-ce que c'est l'entrée? Je ne sais pas. Là pour l'instant on ne peut pas le dire, mais à mon avis... La fouille du secteur est venue confirmer l'ancienneté de l'entrée actuelle. Un des états les plus récents de cette porte a été incendié. Il montre que le passage utilisé par les chariots avait été soigneusement aménagé par un plancher de bois, dont on a retrouvé les traces calcinées. On a donc réoccupé le même type de site, on en a profité pour reconstruire le rempart, mais enfin c'est toujours un rempart de pierre, sans ciment. Et on peut avoir l'impression, comme ça, de façon très superficielle, qu'en fait on n'a pas beaucoup progressé entre 1500 ans. En fait, on s'aperçoit dans le détail que les choses ont changé considérablement. Cette nouvelle occupation a donné lieu au réaménagement du rempart initial qui se trouve alors rehaussé dans sa partie sommitale. Une branche sud, plusieurs fois reconstruite entre 600 et 450 avant Jésus-Christ, permet de mieux contrôler le chemin d'accès qui mène à l'entrée. Le nouveau rempart, plus étroit, d'environ 4 mètres de largeur, montre une technique de construction bien différente de celle du rempart néolithique. On connaît maintenant bien en détail toutes ces ajouts, cette prolongation du rempart sud sur à peu près une centaine de mètres de long, qui, elle, est venue se greffer sur le rempart du néolithique qui lui-même a été rehaussé, a été sans doute restauré à cette occasion-là pour rendre le site encore plus défensif, le rendre plus opérationnel en quelque sorte. C'est un mur en pierre sèche qui a tendance à sans doute à s'effondrer, à s'affaisser avec le temps. On l'a également consolidé par une série de poteaux verticaux, tous les mètres 50, tous les 2 mètres suivant les cas, et qui étaient eux-mêmes reliés à la structure interne du rempart.
Cette nouvelle technique, plus solide, s'avère en outre bien plus économique quant au volume de pierre nécessaire à l'érection d'un mur d'une hauteur de plusieurs mètres. 4 siècles plus tôt, la future technique du Murus Gallicus décrite par César dans la guerre des Gaules commence ici à trouver un début de mise en œuvre. Le métal est connu depuis plusieurs milliers d'années maintenant, sous la forme de bronze. On fait des objets en bronze, mais qui sont surtout réservés à la parure. Mais surtout la grande innovation maintenant, c'est l'apport du fer. L'apport du fer, qui est un métal qui est beaucoup plus facile à trouver, qu'on trouve dans les environs immédiats du site. Et il est vraisemblable qu'on ait déjà exploité pour la première fois en Haute-Saône du minerai de fer qu'on a transformé en outillage, puisque la plupart des outils et des armes vont être faites en fer maintenant. L'habitat se concentre le long de la bordure intérieure du rempart où se retrouvent les emplacements de foyers aménagés sur chape d'argile ou dalles de calcaire, les dépotoirs et les calages de poteaux des maisons aux parois de torchis. On trouve aussi intramuros, à proximité de l'entrée, l'emplacement d'un atelier de métallurgiste. Des scories de fer illustrent pour la première fois en Haute-Saône le travail de ce métal, sans doute à partir du minerai de fer local. Alors là, c'est un couteau, donc un couteau qui était sans doute utilisé pour un travail un peu varié, du dépeçage, c'était pas le couteau de table, c'était plutôt le couteau de cuisine, mais enfin c'est un couteau, donc on voit les deux perforations ici qui servaient sans doute à maintenir le manche, qui était en matière périssable et qui a disparu, soit en corne, soit en bois. Et donc cette grande lame un peu incurvée, ce qu'il faut voir, c'est que c'était un peu le poignard du scout, c'est le couteau qui sert à la fois pour façonner du bois, pour tailler du bois, pour dépecer du gibier, c'est un peu le couteau à tout faire. La fonte du bronze n'est pas délaissée. Au même endroit, de petits creusets et des moules signalent l'activité d'artisans bronziers tournés vers la confection de petits objets, des aiguilles, mais aussi des fibules aux formes recherchées, ancêtres de nos broches, qui servaient à agrafer le vêtement. Les parures féminines témoignent d'une grande variété. Autre aspect également, c'est à travers les parures. Les vêtements, mais la façon dont on avait de les agencer, et dont les femmes se paraient, à la fois des bracelets de bronze, comme on l'a dit, des fibules, des épingles qui servaient sans doute à la fixation de voiles portées sur la tête et qui descendaient sur les épaules. Les fibules qui servaient également à fixer le drapé, les plis du drapé du vêtement, mais également des colliers de perles à la fois métalliques, mais de perles en ambre qui étaient importées. Généralement, on pense de la mer Baltique, de l'Europe du Nord. On avait également des colliers de perles de verre, donc toute une gamme de produits qui n'apparaissaient pas au néolithique et qui marquent une certaine sophistication de la société. Si les tissus ne sont pas conservés, en revanche, les traces d'activité textile sont illustrées par de nombreuses fusailloles utilisées pour le filage, ainsi que par des poids de métier à tisser. Les études en cours s'attacheront à préciser l'origine locale ou importée des nombreuses céramiques recueillies dans ces niveaux. Donc là, on a des récipients simples, des récipients hémisphériques avec un fond plat. Comme il y en a dans l'expo des plus complets. C'est vraiment le type, c'est le récipient de base pour la période hallstattienne. Donc là, après, on a des fragments de céramique plus importantes qui sont des vases, soit des vases culinaires, soit des gros récipients à provision qui sont caractérisés souvent par qui sont en pâte beaucoup plus grossière, avec des finitions beaucoup moins fortes, moins lissées, les surfaces moins lissées, et souvent un décor de cordons plastiques torsadés avec des impressions de doigts, impressions digitales, pour imiter une espèce de corde. Autre aspect également, autre nouveauté, c'est dans les décors de la céramique l'apparition des premières peintures. On a des céramiques qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus élaborées qu'au néolithique, et surtout, pour certaines d'entre elles, pas toutes,
mais en tout cas les céramiques les plus prestigieuses, on a utilisé des colorants à base justement d'hématite, qui est une espèce d'oxyde de fer qui donnait une belle couleur rouge, mais également avec du graphite, donc qui donne cette couleur métallisée un peu noire. Bourguignon est alors excellemment placé à mi-chemin entre deux mondes culturels et économiques, l'Italie du Nord et les colonies grecques de Méditerranée d'une part, et l'Europe du Nord d'autre part. Les élites locales bénéficient de cette position intermédiaire dans les réseaux d'échange. Conjointement, on a également une ouverture économique qu'on perçoit à Bourguignon-les-Marais à travers ces importations d'ambre, de perles en verre, de bracelets de lignite, mais aussi à travers certaines céramiques très rares, mais qui dénotent une ouverture sur des axes commerciaux sur plusieurs centaines de kilomètres, puisqu'on a des céramiques originaires à la fois du midi méditerranéen, de Provence, mais beaucoup plus loin, des céramiques sous la forme de fragments d'amphores étrusques, de céramiques venues sans doute d'Italie du Nord, par le truchement de la vallée du Rhône, de la place de Marseille, de la colonie de Marseille qui vient d'être créée aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Mais la fin de l'occupation du site n'est plus très loin. Au milieu de l'époque gauloise, vers 300 avant Jésus-Christ, s'ouvre une période de crise qui contraste avec le mode de vie apparemment paisible que le site semble avoir connu jusque-là. Le rempart, une fois de plus reconstruit, sera l'enjeu de violents combats. On voit bien que le tranchant a servi et n'a probablement pas servi uniquement à couper du bois, puisque là on voit les encoches ici. Donc probablement c'est une hache qui a été utilisée. La différence est très difficile à faire, mais celle-ci a sans doute été utilisée pour le combat. On l'a trouvée d'ailleurs sur le rempart. Voilà, donc là c'est un bois de bouclier. Ce qui est intéressant, c'est que quand on l'a découvert, il était complètement oxydé évidemment. Et maintenant on arrive à voir, une fois la restauration faite, on voit qu'on a décoré la partie centrale avec un motif qui est un motif un peu en spirale qui est très caractéristique de l'époque gauloise. On voit bien ces espèces d'enroulements qu'on retrouve sur des céramiques, qu'on va retrouver sur différents types d'objets, et qui est un motif décoratif qui est très, très prisé à l'époque de l'Athènes. C'est les traces de fabrication, des traces de martelage, faites sans doute avec un marteau assez large, vous voyez, toutes ces traces très très allongées, qui ont servi à mettre en forme en fait la tôle qui composait le himbo du bouclier. Donc là c'est une trace d'artisanat qui est qu'on retrouve d'ailleurs sur des objets également en bronze, des traces de dinanderie comme ça. On voit très bien le travail du forgeron qui a mis en forme la tôle. Donc là c'est un élément ou de ceinture, disons un accessoire de ceinture qui servait sans doute à maintenir le fourreau de l'épée. Dans une société gauloise en mouvement, aux confins de ce qui marquera la limite des territoires des Séquanes et des Lingons, le camp de Bourguignon se situerait-il au cœur des enjeux et des rivalités de territoire ? Après, bien sûr, le site va être cultivé, va être de cette époque que datent tous ces grands murgers qui ont intrigué les chercheurs du 19e siècle, qui pensaient voir là la structure d'un camp romain, mais on n'a aucune occupation ni à l'époque romaine, ni après l'époque romaine, tout simplement parce que les habitudes ont changé, les règles ont changé. À l'époque gauloise, à la fin de l'époque gauloise, c'est-à-dire entre 300 et la conquête de César, on voit apparaître des sites beaucoup plus vastes, ce qu'on appelle des oppidums, qui sont également des sites fortifiés, mais où on pouvait là protéger plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire plusieurs milliers d'individus. C'est le cas du Beuvray, de Bibracte, c'est le cas d'Alésia, bien sûr, c'est le cas sans doute de la citadelle de Besançon, qui est décrite par César et dont on a trouvé récemment les défenses du Murus Gallicus au bord du Doubs.
Ah, bah, regardez donc. Et on les verra, les photos? Ah ben ouais, Ah, allez, bah, le ça, film. ah, bah ça sera bien alors.